Bonjour, je vais vous dévoiler les techniques les plus efficaces utilisées par les grands manipulateurs. Certaines de ces techniques ont une efficacité redoutable. Elles se basent sur les plus récentes recherches scientifiques sur le cerveau. Certaines utilisent les technologies de la communication les plus avancées pour nous influencer sans même que l'on en soit conscient. Elles ne sont pas très connues et pourtant elles sont utilisées dans une multitude de domaines. On les retrouve sur Internet. Elles sont utilisées par des leaders politiques, elles sont utilisées par des publicitaires, elles sont utilisées par des célèbres influenceurs sur les réseaux sociaux. On en retrouve même dans le comportement de certains grands séducteurs. Je vais vous expliquer ces techniques et je vous expliquerai également comment les déjouer, comment retrouver plus de liberté pour soi, mais également pour une vie plus intéressante, plus démocratique dans notre société. La première technique est celle de l'imitation. La logique est la suivante. Le manipulateur va étudier rapidement le comportement de la personne avec laquelle il est en train de parler, puis ensuite, tel un miroir, il va se mettre à l'imiter. Il va imiter son comportement essentiellement non verbal. Les recherches scientifiques montrent que ça fonctionne. Ça fonctionne dans deux cas. Premier cas, lorsque le manipulateur va reprendre le même vocabulaire, les mêmes mots que la personne avec laquelle il est en train de parler. Bien sûr, il ne faut pas que ça se remarque, sinon ça fait l'effet inverse. Et deuxième cas, lorsqu'il va reproduire la même gestuelle, par exemple les mêmes mimiques faciales ou le même type de geste que la personne avec laquelle il est en train de parler. Bien sûr, si la personne le repère, ça fait l'effet inverse. Il faut également qu'il y ait un petit décalage de quelques secondes entre le moment où il repère la technique et le moment où il la refait. Il y a des validations scientifiques. Par exemple, dans une recherche scientifique, on a demandé à des serveurs dans un bar de bien vouloir répéter les mêmes mots que son client lorsqu'il s'adresse à lui. Eh bien, quand il le fait, ça augmente considérablement le montant des pourboires que le client laisse ensuite. L'expérimentation a été refaite également dans un magasin d'électroménager. On a demandé au vendeur de récupérer le même vocabulaire que son client. Par exemple, vous voulez acheter un ordinateur pour votre fils qui soit de bon rapport qualité-prix, mais pas trop cher pour lui offrir à Noël. Eh bien, non seulement le client achète beaucoup plus facilement l'ordinateur qui est montré par le vendeur, mais en plus de ça, le vendeur va être perçu comme étant plus compétent et plus agréable. Alors comment ça fonctionne au niveau du cerveau ? Les chercheurs ont démontré que nous avons au niveau de notre cerveau des neurones qui s'appellent les neurones miroirs. Ce sont ce type de neurones qui, lorsque vous êtes face à quelqu'un qui bâille, ça vous donne aussi envie de bâiller. Lorsque vous êtes face à quelqu'un qui rit aux éclats, ça vous donne aussi envie de rire. Eh bien, on s'est rendu compte que quand on est face à quelqu'un que l'on apprécie, que l'on aime, on a tendance à reproduire également sa gestuelle, à reproduire son vocabulaire, sans même en avoir conscience. Mais on s'est rendu compte aussi que lorsque quelqu'un en face de nous reproduit notre vocabulaire, reproduit nos gestes sans qu'on s'en rende compte, eh bien on a tendance à davantage l'apprécier. On est attiré par cette personne. Les manipulateurs le savent et donc utilisent cette technique pour se faire davantage apprécier. La deuxième technique de manipulation, c'est une technique qui s'appelle le toucher. N'avez-vous jamais remarqué que les hommes politiques, quand ils serrent la main de quelqu'un, déjà ils le font de façon très chaleureuse, mais souvent ils mettent l'autre main sur l'avant-bras ou sur le bras de la personne qu'ils saluent. Pourquoi faire ? Déjà, ça donne une image de l'homme politique comme étant plus chaleureux. Mais il n'y a pas que ça. On a reproduit l'expérimentation scientifique suivante. Imaginez la scène. Ça se passe à un arrêt de bus, et un étudiant va voir d'autres étudiants qu'il ne connaît pas, et il explique qu'il a oublié son porte-monnaie, sa carte bancaire, et qu'il ne peut donc pas payer un ticket de bus. Et il demande aux étudiants s'ils veulent bien le dépanner, lui donner la somme correspondante. Bien sûr, ça a été fait sur un grand nombre d'étudiants, et l'étudiant en question ne connaît pas les autres étudiants. Et ici, il a deux options. Première option, soit il fait sa demande telle qu'elle. Deuxième option, il fait sa demande, mais pendant qu'il est en train de parler, il va se mettre pendant 2-3 secondes à peine à toucher l'avant-bras ou le bras de l'étudiant avec qui il parle. Eh bien, figurez-vous que quand il fait ce type de comportement,
ça augmente la probabilité que l'étudiant donne la somme par 2, voire par 3. Cette expérimentation a été reproduite dans un bar. Et de nouveau, on a demandé au serveur de bien vouloir s'adresser au client au bout de quelques minutes, le touchant soit au niveau de l'avant-bras, soit au niveau du bras. Et ici, de nouveau, sur une durée très courte, eh bien, le montant des pourboires est significativement plus élevé. Ça ne fonctionne pas qu'avec l'argent. On sait que les psychologues, quand ils touchent leurs patients, ça fait en sorte que leurs patients se confient davantage. De même dans les avions. On a fait des expérimentations avec des hôtesses et quand au bout de quelques minutes, l'hôtesse de l'air touche le passager la sent comme étant bien plus proche de lui. Il l'apprécie davantage. Bon, c'est sûr qu'avec l'épidémie de Covid et les gestes barrières, les manipulateurs doivent vraiment être embêtés avec cette technique ici du toucher. Bon, mais c'est pas plus mal. Hein. Troisième technique, celle-ci s'appelle le pied dans la porte. Imaginons que vous deviez demander à quelqu'un qu'il vous prête 100 euros. Vous avez deux possibilités. Première possibilité, vous demandez la somme, 100 euros. Deuxième possibilité, vous la demandez en 2 temps. C'est la technique du pied dans la porte. D'abord, vous demandez un petit comportement, une petite somme. Est-ce que tu accepterais ou est-ce que vous accepteriez de me donner 10 euros? Et puis, une fois que la personne vous a donné 10 euros, vous demandez 90 euros de plus. Au total, en fonctionnant en 2 temps, d'abord une petite demande qui est le pied dans la porte, puis une plus grosse demande, vous multipliez par 2, voire par 3, la probabilité que, effectivement, la personne vous donne la somme. Cette technique fonctionne pas uniquement dans ce contexte-là. Ça fonctionne également dans des contextes qui sont plus généraux. Écoutez cette expérience très intéressante, elle a été faite au Canada. C'est une femme qui travaille pour une association de lutte contre le cancer. Elle fait du porte-à-porte. Et elle explique aux personnes qui ouvrent que d'ici quelques jours, il va y avoir une collecte de fonds pour son association. Mais d'abord, elle demande, et c'est le premier acte du pied dans la porte, elle demande aux personnes de bien vouloir porter sur le revers de leur veste une petite jonquille jaune. La plupart des gens acceptent. Quelques jours plus tard, une deuxième personne vient se présenter ce coup-ci pour obtenir les dons. Eh bien, les statistiques montrent que toutes les personnes qui avaient mis ici cette petite fleur sur le revers de leur veste, eh bien, donnent un don qui est bien supérieur par rapport aux personnes qui n'ont pas mis cette petite fleur, qui n'ont pas fait l'objet du pied dans la porte. Le don, il est quasiment 3 fois supérieur. Donc c'est considérable. Quatrième technique. Alors cette quatrième technique, elle est un peu différente. C'est la technique qui s'appelle « vous êtes libre de ». Le manipulateur fait sa demande, mais il rajoute à la fin une petite phrase qui est « mais tu es libre de faire le comportement ou non. Tu es libre, vous êtes libre de me donner ou pas. » Autrement dit, cette petite phrase qui est rajoutée à la fin, c'est une petite phrase quasi magique, qui multiplie considérablement la probabilité que la personne fasse l'acte. Bien sûr, il y a eu des validations scientifiques. L'expérimentation est la suivante. On reprend l'expérimentation de l'étudiant qui a oublié ou qui dit avoir oublié son porte-monnaie à un arrêt de bus, et il va voir tout un tas d'autres étudiants qu'il ne connaît toujours pas, avec 2 possibilités. Soit il fait la demande telle qu'elle, soit, sur un autre type d'étudiant, il fait la demande, mais il rajoute tout simplement à la fin « mais tu es libre ou vous êtes libre de me donner la somme ou pas ». Eh bien, les étudiants à qui on a dit « vous êtes libre de le faire ou pas » sont 5 fois plus nombreux à effectivement donner la somme en question. Donc c'est considérable aussi. Alors peut-être connaissez-vous dans les techniques que je viens de vous donner, les techniques que certaines personnes dans votre entourage utilisent sur vous. Il y a des manipulateurs partout, ou peut-être est-ce vous qui les utilisez sur les autres. Sait-on jamais. 5e technique, ici, ce n'est pas une technique qui est utilisée par certaines personnes, mais c'est une technique qui est beaucoup plus générale, beaucoup plus globale. C'est la technique de la manipulation de la publicité. On a fait l'expérimentation dans notre laboratoire pour essayer de voir si la publicité agissait sans en avoir conscience. Alors vous allez me dire, moi la publicité sur Internet, je la regarde même pas, donc elle ne peut pas agir sur moi. Eh bien vous vous trompez. On a fait l'expérimentation suivante dans notre laboratoire. On a demandé à un très grand nombre de personnes de bien vouloir regarder sur un écran d'ordinateur
le centre de l'écran, de lire un texte de façon très concentrée au centre. Et pendant ce temps-là, on a mis en haut d'écran des publicités. On a contrôlé par une caméra qui enregistre le mouvement des yeux que jamais les personnes ne voient ces publicités de manière consciente, jamais ils les regardent. Et d'ailleurs, on leur a posé la question, est-ce que vous avez vu des publicités? Les gens ont dit non, j'étais concentré sur le centre de l'écran, j'ai pas vu du tout ces publicités. Par contre, quand on retrouve ces gens, une semaine après, et qu'on leur remontre les marques, bien sûr, elles s'en souviennent pas parce qu'elles n'ont pas vu les publicités, mais elles sont davantage attirées par les marques et elles ont envie de les acheter. Elles sont séduites par ces marques. Quand on leur demande pourquoi, les personnes ne savent pas. On est ici très proche d'une influence subliminale de la publicité. On s'est posé la question aussi, est-ce que lorsqu'on regarde ce coup-ci une publicité, mais on la regarde très vite, est-ce qu'il y a un impact quand même? Alors vous allez me dire, moi les publicités, ça n'agit pas sur moi parce que je les regarde très vite, mais aussitôt entreaperçu, aussitôt oublié. Eh bien vous vous trompez de nouveau. Puisque on a fait une expérimentation où on a demandé à des gens de regarder des publicités pendant 2-3 secondes à peine. Aussitôt entreaperçu, aussitôt oublié. Puis effectivement, les gens oublient très vite la publicité. Sauf que quand on retrouve ces gens 3 mois plus tard, je dis bien 3 mois, et qu'on leur remontre les marques, bien sûr, ils ne s'en souviennent plus. Mais leur cerveau s'en souvient. Leur cerveau s'en souvient et de nouveau, ils ont davantage envie d'acheter ces marques. Il y a ici une influence qui dure jusqu'à 3 mois. On s'est posé la question, est-ce que les enfants et les préadolescents ne seraient pas également sous influence de cette publicité non consciente? Donc on a reproduit dans notre laboratoire de nouveau des expérimentations sur des enfants et des préadolescents. Et on a montré effectivement que sur Internet, par exemple, les enfants qui ont été soumis à des messages publicitaires qui ont très vite été également oubliés, 2-3 secondes, eh bien ces enfants-là ne sont absolument pas conscients de l'impact, et pourtant il y a un impact. C'est-à-dire qu'ils sont davantage attirés par les marques une semaine après, et ils ont envie de les acheter. Alors ici, ça pose un vrai problème. C'est qu'on sait que la majorité des publicités qui sont vues, notamment à la télévision, par les enfants, sont des publicités pour des produits de mauvaise qualité nutritionnelle. Pour de la malbouffe, en gros. Bonbons, chocolat, fast-food, boissons trop sucrées. Et on sait également qu'il y a un lien entre ce type de publicité et le surpoids et l'obésité. Ça a été démontré scientifiquement. Il y a même un chercheur américain qui a montré que près d'un tiers des enfants obèses ne l'auraient pas été s'ils n'avaient pas été soumis, notamment à la télévision, à des publicités pour de la malbouffe. Donc c'est considérable, ici. L'avantage de ce type de recherche, c'est que ça permet aussi de prendre conscience des techniques de manipulation. Par exemple, on sait que les publicités pour les enfants vont enrober la marque dans des émotions positives. Par exemple, ils vont utiliser des publicités sous forme de dessins animés. Et le cerveau de l'enfant va mémoriser la marque enrobée dans des émotions positives. Telle marque, c'est la Reine des Neiges. Telle marque est utilisée par telle célébrité, tel sportif que j'adore. Et le cerveau de l'enfant, il n'est pas capable de lutter contre cette manipulation qui est une véritable manipulation du type conditionnement. C'est une manipulation par les émotions, ici. Leur cerveau n'est pas capable de résister. Je vais vous confier quelque chose. Ça fait 25 ans que je travaille sur ces techniques d'influence de la publicité et je peux vous dire que ce sont des techniques qui ont une influence considérable. Ça fait quelques années que je me bats pour qu'il y ait en France une interdiction de la publicité pour la malbouffe, pour des produits de très mauvaise qualité nutritionnelle, auprès des enfants. Et si on parvenait à supprimer la publicité pour la malbouffe, ne serait-ce qu'à la télévision la journée, je ne vous parle pas du soir, juste la journée, eh bien, on diminuerait le nombre d'enfants en surpoids ou obèses de près de 60 000. Donc ça, c'est important. Je crois qu'il est temps de prendre vraiment la santé de nos enfants en main et de faire en sorte que cette manipulation par la publicité, elle ait lieu le moins souvent possible. Alors si on fait un petit bilan de ce que je vous ai raconté jusqu'à présent, et si on reprend l'ensemble de ces techniques de manipulation, comment lutter contre? Déjà, premier point, il faut bien les connaître. Et surtout, deuxième point, il faut arriver à les reconnaître au moment où le manipulateur les utilise. Parce que si on met un peu de conscient
dans ces techniques qui ont une influence non consciente, eh bien ça diminue considérablement l'efficacité de ces techniques de manipulation. Donc, il faut mettre du conscient lorsque ces techniques sont utilisées. Concernant la publicité, il faut, au moment de l'achat, se fixer des règles très précises. Si vous ne fixez pas de règles, il y a une probabilité assez grande pour que vous achetiez des publicités, des produits dont les publicités ont agi sur vous à un niveau relativement non conscient. Donc ici, il faut se fixer des règles très précises. Par exemple, j'achète le meilleur rapport qualité-prix. J'achète le produit qui est le meilleur pour l'environnement. J'achète le produit qui est le meilleur pour la santé. Et apprendre ces règles aux enfants. Et dans ces cas-là, vous diminuez considérablement la probabilité que la publicité agisse sur vous à un niveau non conscient. Bon, au final, évidemment, il ne faut pas penser qu'il y a des manipulateurs partout autour de nous. Mais il y en a bien plus qu'on imagine. Et parfois même aux endroits où on ne les attend pas. Et là, vous êtes libre ou non de me croire.